KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Elle le ramena au spectacle des hommes et des choses. Entre lui et ce centre sonore s'interposait une masse crépelée de cheveux gris, dont il voyait rarement et mal son accompagnement de traits féminins. En revanche, il avait tout loisir de contempler deux mains truffées de taches rousses, qui se croisaient devant l'assiette en un interminable bénédicité. Petit elfe malicieux, l'une de ses mains profitait du moment où l'on ne la voyait pas pour pétrir une boulette de pain et la déposer brunie sur le rebord de l'assiette. Lorsque M. Desgraisses des Sablons s'adressait à cette dame, sa voix s'assourdissait de déférence, plus que pour sa voisine de gauche, qui s'accommodait sans doute d'une grande familiarité dans le respect. À droite de Mme Desgraisses des Sablons, à la place d'honneur, le vieil avocat au favori qu'on appelait Monsieur le Président se trouvait à moitié caché d'Augustin par un buissonnant surtout de glaïeuls et de mufliers. « Je me permettais de vous recommander ce vin d'Anjou, Monsieur le Président. Redonnez donc ce vin à Monsieur le Président. » Monsieur le Président releva, du plat de grosse truite meunière qu'on venait de lui présenter, le miroitement de son lorgnon Beaumarchais, et l'on entendit son organe nasal de vieux renard de plaidoirie. Mais, très volontiers. C'est quoi donc déjà, fit-il, avec un petit « ja » traînard. Coulé de ses rangs, dit le maître d'hôtel, d'un ton mat de confidence, ajoutant un chiffre d'année qu'Augustin n'entendit pas. Monsieur Desgraisses des Sablons portait son attention par temps sensiblement égaux, de sa voisine de droite à sa voisine de gauche, et de celle-ci à Monsieur le Président, en un cycle tripartite où chaque interlocuteur avait approximativement droit à un tiers de la masse totale. Quand la vieille dame de droite, sa dose absorbée et le rite accompli, était délaissée bouche béante, elle retournait vers Monsieur Desgraisses des Sablons, le chignon gris crépelé, et faisait bénéficier Augustin, avant qu'elle ne refroidisse, de ses intentions aimables laissées sans emploi. « Ah oui, celui-ci est bon », avoua le président d'un ton d'expert hargneux, destiné à faire croire qu'il n'eût pas hésité le cas échéant à dire « c'est médiocre ». Sa pupille gauche, blottie au creux de plissements sagaces, allait chercher sous sa paupière l'exacte spécification de la saveur, tandis que l'autre pupille, au-delà des poutres et des solives, fixait les hautes parties de l'air comme un œil de poule. « Il est, dit-il, d'un goût ample, ardent, étoffé, qui se développe dans la bouche, aristocratique. » Puis rendant décidément les armes aux qualités dûment détaillées du grand vin, y allant d'une capitulation globale et sans réserve, « premier ordre, fit-il. » Évidemment, il reste un peu local, regretta M. Desgraisses des Sablons. C'est un handicap peu mérité. C'est tout simplement le meilleur cru de l'Anjou, fit une voix solennelle et conventionnellement distinguée qu'Augustin se souvint d'avoir déjà entendue avant le déjeuner. « Oh, je le connais bien, fit le président d'un ton de celui qui, on ne la fait pas, avec des H plus aspirées encore que pour aristocratique, et qui ressemblait à une toux. Il roula sans cérémonie une autre gorgée dans sa bouche, à droite, à gauche, sur le devant, comme un gargarisme d'eau de Boto. « Monsieur le Président n'est pas vigneron pour rien », fit remarquer le voisin de gauche de Madame Desgraisses des Sablons, penché par-delà son assiette pour attraper un regard du vieux légiste. Mais celui-ci appartenait à la grande race sur laquelle la flatterie ne mord pas. Tout au plus,
témoignage des résistances vaincues, encourage-t-elle l'action? Il y a bien ce qu'ils appellent le quart de chaume, dans les côtes du Layon, du côté qui tombe droit sur la rivière. C'est gai, je veux bien, spirituel, franc d'attaque, mais fichtre, la coulée de Séran, c'est la coulée de Séran. En sentant un besoin d'étendard, il maintient en l'air un morceau de truite empalé sur sa fourchette. Tout de même, Monsieur le Président faisait la seconde place d'honneur, dont la spécialité semblait être de s'assurer de faciles assentiments dans le domaine des vérités premières. Tous les vins d'Anjou ne valent point les coteaux du Layon. Rien de ce qui vient plus au sud ne vaut le coteau du Layon, spécifia le vieil avocat d'un ton sec où se confirmait l'expérience gourmande de toute une race. Ces ex-petits bourgeois de jadis, procureurs ou vignerons dans les très anciens temps, reproduisent encore aisément, s'ils sont assez vieux, les traits ancestraux. Ils les retrouvent avec volupté, malice, orgueil et nostalgie. Les bonnes gens de par là-bas le savent bien, confirma-t-il, ridant tout le côté gauche de la figure, celui dont l'œil s'était cligné, le droit, inaffecté, servant de témoin. Il faut les entendre vous dire « Ce vin-là, c'est point si bon, n'a-t-il un goût de piaré à fusil ?» Après quoi, il resta immobile dans son sourire sec, refoulant les poils blancs de ses favoris plaquéras. Et les initiés, ou ceux qui savaient lire dans ses signes, pouvaient y voir certaines caractéristiques de l'homme et de sa carrière. La ruse initiale, dont il n'avait rien perdu, si ce n'est la feinte humilité depuis longtemps inutile. L'orgueil précis et savouré de chacune de ces étapes vers une situation politique de premier ordre. Conseiller municipal, maire, conseiller général, président du conseil général, sénateur, ancien ministre. Le plaisir de goûter cette carrière par les deux bouts à la fois, gourmet politique juxtaposant dans la même bouchée les hors-d'œuvre et les fruits. Monsieur Desgraisses des Sablons, la deuxième place d'honneur, 3 ou 4 autres bouches serviles, de coupe, de fourrure et d'importances diverses, s'épanouirent à différents degrés d'ouverture. Madame Desgraisses des Sablons, elle-même, daigna quitter sa rieuse apparence de songe. Baignée d'habitude dans un milieu spécialement fait à son usage, mi-observation détachée, mi-rêverie, elle conservait, lorsqu'elle tombait ainsi du ciel, une manière exquise de garder quelque chose des nuages. Par exemple, une place qu'elle ne daignait pas fixer au juste entre le zénith et la terre, entre le réel et l'impossible. Elle y joignait alors, à l'usage de son interlocuteur, des étonnements, un intérêt, une bienveillance délicieusement nonchalante, avec un peu de raillerie pour lui, peut-être pour elle-même, et sans doute pour tout le monde. Le président, le voisin de gauche, et tous ceux à qui elle les destinait, recevaient des marques d'intérêt avec une gratitude appréciante, confuse, presque amoureuse. Le président l'intéressait comme une force dont elle n'eut, certes, attendu nul danger et bien peu de contact, sauf précisément le fait qu'il était l'objet même de son observation. « Quand avez-vous pris le temps d'aller jusqu'en Anjou, monsieur le président ?» dit-elle, et du ton de Barberine. « Si loin d'ici. On vous imaginait dans vos fonctions d'homme d'État, aussi à l'aise au ministère que dans votre étude, autrefois partout chez vous, n'étant jamais que chez vous. » Augustin se mordit les lèvres pour le président qui ne se les mordit point et sans doute ne comprit pas. « Et voici que vous trouvez le temps d'apprécier les vins d'Anjou et leurs vignerons. » Elle riait légèrement, avec l'habituelle perfection mondaine de ce rire de perles qui n'insistait jamais. Monsieur Desgraisses des Sablons éprouva, une fois de plus, pour sa femme, un mélange mal filtré d'admiration, de grief, d'inquiétude,
N'ayant pas encore tout à fait compris la haute qualité de cette indolence, la science qu'elle avait d'en sortir, sa profonde sûreté de jeu et son attrait infini. Cet intermède de Bacchus paysan fut bienfaisant à Augustin. Les réalités rurales se présentèrent accrues, savoureuses et vierges, d'une réalité moins âpre qu'au Planaise, d'une complexité plus riche, plus près de la gaieté du vin. Elles parurent fraîches à sa fièvre, tandis que les habitudes d'observation et de curiosité dont il ne fit pas grâce à Monsieur le Président, et même ses tentatives pour deviner qui il était, lui rendirent le goût de la prose, regonflèrent ses vieilles défiances du lyrisme, un peu affaissées. Peut-être qu'il aimait un fantôme. Sa ridicule puissance d'émotion l'avait peut-être doué de vie. Elle est quoi ? Je n'en sais rien. Aimable, froide, sensible, jalouse, spirituelle, mélancolique, musicienne, généreuse, orgueilleuse. Je n'en sais rien. Il émit 2 ou 3 tristes rires silencieux. À table autour de lui, les conversations continuaient comme il les avait vues commencer. Lui-même y mêlait son mot, à droite, à gauche, comme on entretient une causerie par pure politesse, sans intérêt, et l'esprit ailleurs. Cette causerie-là n'interrompait pas beaucoup son monologue intérieur. Tout cela était chimère, un rêve de fou, à 1000 lieues du possible. Il lui semblait voir les milieux désolés, des plaines de sable roux et des buissons secs. S'en aller ? Le départ, la fuite ? Le conseil classique ? La vieille ordonnance de médecine morale déjà formulée aux premières pages du Télémaque ? Il se servit de vin, d'eau, y plongea les lèvres, reposa le verre avec lenteur sans avoir bu. S'il fallait souffrir, autant le faire devant elle. La tapisserie en face de lui était belle, quelques bergerades d'après Boucher. Elle faisait grand effet sur ce noble appareil de pierre. Les arbres bleus, les rondes chairs mythologiques, tout cela était très bien. Il poussa encore cette sorte de rire silencieux dont il se raillait lui-même. D'autres passantes avaient pourtant traversé, sans plus, le long ascétisme de sa vie. Des filles d'universités étrangères, de montagnes, de villes d'eau, charmantes aussi et dignes de susciter des amours. Au fait, pourquoi cette sensibilité élective, cette prédilection des environnements étrangers ? Voici Interlaken, la terrasse du Victoria Hotel, les fauteuils verts d'eau, chevauchés de piolets. Devant le triangle de la Jungfrau, couleur de rose reconnaissable à son immobilité parmi les nuages, une jeune Norvégienne blonde lui explique en allemand la beauté des neiges de son pays. Fallait-il chercher plus haut de plus ténus fantômes ? La Marie de chez nous, Marguerite, petite inconsistance, fleur séchée, morte et ensevelie, et pour l'une au moins, on ne savait en quel herbier. Nostalgie religieuse, dépaysement des amours, exotismes sociaux, goût des départs et de l'ailleurs, au cœur insatisfait. Que toutes vos poussées vont ensemble. Il se surprit en un agenouillement intérieur, comme à la scène d'insulte après la flânerie dans les roses. À quoi bon ce verbiage et ces comparaisons sur sa joie et sa souffrance ? Toutes les deux étaient un fait, une dure positivité subie, comme il avait dit tout à l'heure, sans ombre de lyrisme. Elles étaient un fait. Elle ne l'empêchait point de parler, de prêter son attention à ses 2 voisines, de l'étendre jusqu'à Madame Desgraisses des Sablons, ni d'apprécier le chambertin qu'on lui servait, et de le marier à une tranche de poularde entourée d'un rissolet de gras. Parfois, cependant, il ne savait trop pourquoi, les respirations qui entraient à certaines minutes dans sa poitrine lui faisaient mal. Elle tremblait, se brisait sous des petits spasmes. Il sentait alors, non pas superficiellement comme un cours d'eau sous une crue, mais par gonflement partant des profondeurs, une masse de souffrance remontait jusqu'à sa gorge. Anne était loin de lui. Ah, si loin.
non pas seulement à l'autre bout de la table, derrière un impassable enchevêtrement de cristaux, de fleurs et de têtes humaines. Lointaine d'un bien autre lointain. Encore respirait-elle pour le moment, dans le même air que lui, par la grâce d'un des plus grands hasards du monde. Mais dans quelques jours, et même dans quelques heures, et toutes ces distances n'étaient rien devant la vraie distance. Il eut véritablement, pendant quelques minutes, une faim d'aile furieuse, et à la pensée de sentir de nouveau sur son veston la petite main nue, il défaillait sur sa chaise. Puis ce paroxysme passa. La tension de son désir abaissée, et tout son cœur revenu à la sourde douleur permanente, ses pensées reprirent l'apparence ordinaire, capable de donner le change à la dame de droite ou à la dame de gauche, suivant les alternances d'amabilité de M. Desgresses des Sablons. Par crainte de déceler des sentiments qui lui semblaient crever tous les yeux, Augustin s'était interdit de regarder à travers le hérissement floral, rosé, orange ou blanc, au-delà duquel commençait le pays enchanté où vivait Anne. Il ne pouvait pas. Il n'osait pas. Mais, tapi dans sa timidité, son désir suppliait. Le désir de regarder une seconde dans les interstices des fleurs et d'y voir, tantôt penché sur son assiette, tantôt rejeté en arrière ou agité d'une position à l'autre, les longues ondulations naturelles de la chevelure d'Anne. Il cédait à l'obsédante prière, puis remmenait de force une satisfaction altérée de recommencement. M. Desgresses des Sablons semblait avoir cessé le battement de ses attentions pendulaires. Au lieu d'oindre successivement ses deux voisines du contact gras de sa voix, il la concentrait sur Monsieur le Président, chargé d'intentions, ennobli d'allusions et d'arrière-pensées. Selon lui, il y aurait place pour, dirait-il, des prétentions, mais elles ne blesseraient aucune des légitimes susceptibilités qu'il était. Vous entendez bien, tout le premier à reconnaître, oui, dont il reconnaissait tout le premier le bien fondé. Des prétentions ? Des positions, pour mieux dire, où pourraient s'affirmer le bon sens et la modération de nos populations rurales, en restant à mi-chemin des solutions qui risquent d'être téméraires. Sa grosse main, aux ongles soigneusement ovalisés, modelait, par-dessus son verre à Bourgogne, le vague de l'air. Des propos de ton très noble trouvèrent place à la fin de cet exposé doctrinal, coupé et encouragé à la fois par tous ces assentiments joyeux des fins de repas, que lui jetait le président, la seconde place d'honneur et d'autres voix encore. Il n'était, n'est-ce pas, que de mettre de l'ordre dans la maison, et aussi de faire apparaître le vrai visage de la France agricole et de se pencher sur lui. Délaissée, en disponibilité, la voisine d'Augustin venait de découvrir qu'il pouvait rafraîchir d'assez confus souvenirs qu'elle avait gardés d'un unique voyage d'Italie. Ce n'était même pas un voyage de noces. Son mari ne lui avait conduite que bien plus tard, sur de plaintives et permanentes instances, quand cette prodigalité ne risquait plus de compromettre une situation suffisamment assise. Qui est-elle donc ? Se demandait Augustin, jusqu'à ce qu'il s'avisa de déchiffrer comme il put le petit carton blanc indicateur de sa place, qu'elle faisait tourner entre ses doigts, comme elle avait au début du déjeuner, roulé et fait tourner sa mie de pain. Il lut Madame Marguillier et comprit tout. À ce moment, le président criait de sa voix de tête. « Mon cher, le Conseil général ne peut conférer à sa commission départementale que des délégations spéciales et non générales, temporaires et non permanentes. Les applications de ce principe fourmillent aux daloses. » Sa cuillère, porteuse de glace, framboise et pistache, s'était arrêtée net, à mi-chemin de la bouche,
chargée de granulations fondantes. « Vous me direz que les espèces sont anciennes. Évidemment. Il n'y a plus d'annulation pour ce motif qu'il n'en ait plus besoin. » « Elles sont mortes dans leur triomphe, » dit Madame Desgraisses des Sablons, avec une mélancolie suave en regardant les glaïeuls. Madame Marguillier continuait de s'épancher à mi-voix. Perçant les lyrismes solidifiés de sa jeunesse, ses souvenirs vivaient encore, tièdes et jaillissants. Sur les coussins rouges d'un wagon d'Italie, des étiquettes précautionneuses et calligraphiées marquetaient des valises. Elles portaient le nom, la profession d'avoué plaidant, la résidence, les gares soulignées 2 fois et les hôtels à l'encre rouge. Tout était minutieux, méthodique et semblable à lui. Il étudiait la numérotation italienne dans la grammaire d'Otto pour pouvoir vérifier ses notes d'hôtel et tentait d'évaluer le rendement des enclos de vignes en Ombrie. Mais ses chères imaginations à elle, préfigurées, brossées de frais, sorties des tiroirs, étaient parties d'avance, en fourrier, sur toutes les routes espérées, ayant charge de lui préparer pour les résignations futures quelques semaines d'une magnifique et exceptionnelle vie. Elle ne savait pas qu'elles allaient rentrer bredouilles, inutilisées, et ne s'étant posées nulle part, colombes qui n'ont vu que le désert des eaux. Elle ignorait que ce fut le sort de tous les romanesques. Elle se disait « Je ne puis croire que nous sommes en Italie », attendant sans doute pour l'y faire croire des sensations d'espèces neuves provenant d'autres viscères, d'une rétine nouvelle, de papilles olfactives récemment en usage ou d'un labyrinthe auriculaire tout frais. Mais la docilité silencieuse dont se marquait jadis le sentiment du devoir chez les petites provinciales la récompensa comme elle revint. L'essaim de ses rêveries l'attendaient dans la maison de l'avoué plaidant, entre les feuillets, reliés en basane, de ses recueils de musique ou sur les touches de son piano droit. Elles bondirent dès son retour sur les beaux noms sonores, les étoffèrent, les chargèrent de moments imaginés qu'elle crut avoir vécus. Elle finit par penser que le temps seul lui avait manqué, et non pas un 6e sens, ou des facultés différentes, ou le bonheur de l'au-delà, d'elle en deçà. Enfin, ma fille Marie-Louise sera plus heureuse, et elle montrait d'un coup de menton timide une demoiselle courtaude et pacifique qui riait tout bas à un bout de table. « Ah, San Galgano, soupirait-elle, et San Gimignano, la ville aux 1000 tours. Nous sommes allés là en partant de Sienne, dans une carriole avec des grelots. »« Vous iriez maintenant en autocar, » disait Augustin, par un petit service assez malodorant qu'ils ont installé entre Sienne et Massa Marittina, mais les abruptes petites collines ocres et vertes sont bien restées les mêmes. Il parla de cette civilisation municipale que pour bien goûter, disait-il. Il fallait avoir vécu dans le midi de la France. Elle disait « oui, oui », éperdument, indifférente à la question des municipes, ouverte à la seule musique qui l'intéressa. Ces noms magnifiques, Massa Marittima, Monte Oliveto Maggiore, San Galgano, vibrant de romanesque, s'ajustaient sur des régions sentimentales laissées dégarnies depuis le fameux voyage. Cher voyage, dont l'un des caractères était que, comme certains sacrements de l'Église, la grâce ne s'en conférait qu'une fois, et l'autre qu'il vous laissait une soif inextinguible après qu'on avait bu. Mais Augustin n'avait parlé que pour Anne. Elle revenait avec lui de San Galgano, du palais Pitti, de cette petite chapelle de San Domenico à Sienne, où des bougies d'autel enfument la fresque du Sodoma. Il l'avait menée partout où il est possible, devant la jeune fille qui ne sait pas qu'on l'aime, de goûter en tremblant un peu la beauté du monde, partout où il avait promené lui-même autrefois, tout seul et sans jeune fille, ses riches idées générales, leur discrimination historique et les attentes de son cœur. Un mot d'Anne enfant ne l'avait pas quitté. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi c'est beau. Lorsque les regards d'Augustin se frayèrent une fois encore, un chemin timide et prudent dans l'épaisseur de la corbeille, à travers sa verdure écarlate et rosée, il distingua la courbe de son bras,
Nue depuis le coude jusqu'à la douce main vivante, Anne faisait tourner un quartier de fruits au bout de sa fourchette à dessert, avec une paresse indécise, comme si elle avait à choisir entre des alternatives dont aucune ne lui plaisait complètement. Mais auprès d'elle, et plus nette qu'il ne l'avait encore vue, une figure de vieux gentilhomme se penchait, déférente, chevaline, de l'espèce dite distinguée, dont elle semblait goûter assez la conversation. Une gaieté libre et rieuse, animant la partie du visage qu'Augustin ne pouvait complètement apercevoir, venait jusqu'aux régions visibles, éclairer l'extrême bord du profil perdu. Dans le déséquilibre de son cœur, une pensée prenait forme, se chargeait lentement de ces interrogations et suspicions qui foisonnent autour d'un amour. Le vieux monsieur à tête de clubman ou de colonel cessait parfois de s'adresser à Anne pour tourner ses yeux sur les autres convives. Augustin surprit un de ses regards. Il lui parut morne et vitreux, loin de la table, loin des invités. Dans sa figure, vieillie mais de noble aspect, inégalement brunie et semée de taches molles, marquait déjà la physiologie des déclins. Anne ne devait pas sourire pour ce monsieur-là. Mais il représentait un autre côté de sa vie, celui des quotidiennes relations mondaines qu'Augustin ne connaissait pas. Elle n'était pas toujours occupée de licence de lettres, ni de psychologie mystique. Il y avait bien des jours où elle devait vivre comme toutes les jeunes filles de son monde, libre, brillante, admirée. Elle souriait à des aspects ignorés de lui, délassée des choses que lui connaissait, heureuse, et comme Augustin ne se rappelait pas qu'elle eût jamais souri pour lui. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.